on sera bon. Bon, on est parti. On nous annonce un petit degré à Tende. À l'horizon se dessinent les crêtes du Mercantour, un massif alpin dont la beauté contraste désormais avec certaines de ses vallées défigurées. La Roya notamment, du nom de la paisible rivière, devenue torrent destructeur lorsque s'est abattue la tempête Alex. Je suis Philippe Tabarot, je suis sénateur des Alpes-Maritimes et je suis conseiller régional en charge des transports. J'ai été élu au Sénat à la fin du mois de septembre dernier et puis j'ai eu l'occasion rapidement de rentrer dans le vif avec la tempête Alex et les conséquences dramatiques sur trois de nos vallées, la vallée de la Tinée, la vallée de la Vésubie et la vallée de la Roya. Donc ça devait être le mardi après la catastrophe du week-end où j'ai vu un nombre de scènes apocalyptiques déjà dans le décor et puis au niveau humain ça a été quand même très difficile. Je me souviens qu'on a rapatrié en urgence un certain nombre de personnes qui étaient dans une grande difficulté. On était pratiquement les premiers à arriver sur le site de Tende, donc ça m'a beaucoup marqué. Pour parer à l'urgence, Philippe Tabarot pousse alors pour la mise en place de ce pont aérien financé par la région Sud. Cet hélicoptère relie Nice à Tende, une commune quasi coupée du monde, privée de TER et très difficilement accessible par la route. Écoutez, on avait pris l'engagement auprès des élus, tant que le train ne revient pas à Tende, on assure cette liaison. Et elle s'est avérée indispensable. Je crois qu'il y a près de 4500 personnes qui l'ont utilisée. Elle est là pour les urgences médicales et quelque part on a aussi contribué avec cette liaison à permettre de retrouver une vie quasi normale, même si c'est pas tout à fait normal de se déplacer quotidiennement en hélicoptère. Bienvenue à Tende, messieurs. Bonjour, le sénateur. Mon ami, heureux de te voir. Heureux de te voir aussi. Jean-Charles, comment vas-tu? Comment allez-vous? Voilà, je suis content de vous revoir dans de meilleures conditions. Plus qu'une visite de courtoisie, Philippe Tabarot vient renouveler son engagement devant les élus. Le premier vol avec moi aussi, c'est ce que j'avais dit à la mairie, à monsieur le maire Jean-Pierre, à toute son équipe municipale, que tant que le train ne serait pas rétabli sur la vallée, on gardait cette rotation hélicoptère, ça nous paraissait indispensable. Quand je vous ai appelé, chaque fois je vous ai demandé est-ce qu'on peut encore prolonger cette opération, immédiatement on m'avait répondu d'une façon positive. Vous avez rencontré le président Muselier, tous les deux. Vous nous avez rendu ici à la population de Tende et la Brigue un service que nous n'oublierons jamais. Les élus n'ont qu'une dizaine de minutes montre en main pour s'entretenir, car l'hélicoptère, monté à vide, doit repartir avec 3 passagères à son bord. Parmi eux ce jour-là, Amélie, 27 ans. La jeune femme est enceinte de 7 mois et doit impérativement consulter son gynécologue à Nice. Merci d'être venu. Merci beaucoup. Au revoir. Au Et on revoir. espère vous revoir très bientôt. Ouais, Et on aura encore besoin de vous. Oui, je sais. Et voilà. Elle aura pris l'hélico à moins de 2 mois déjà. Ouais, je pourrais lui raconter. Pour rejoindre la côte, 20 minutes d'hélicoptère contre 2 heures de voiture sur des pistes accidentées. À 2 mois du terme de sa grossesse, Amélie n'avait plus d'autre solution. Les allers-retours en voiture à la journée, mais là c'est vrai que ça commence à être fatigant. Si le pont aérien fait du bien à la population, son coût pour la région est important, 190 000 € depuis la tempête. Oui, c'est un coût, mais d'un autre côté, on ne s'est pas posé la question quand 3 villages, voire 4, étaient totalement enclavés.
avait que cette solution. En transportant des dizaines de passagers chaque semaine, le pont aérien continue de prouver son utilité. Mais la mesure fait du cas par cas et reste le signe que l'urgence s'éternise dans la Roya. Oui, on est tout à fait dans une situation provisoire. Il y a des problèmes de fond qui demeurent sur les questions de reconstruction, sur les questions de foncier, sur les questions d'assurance, sur les questions de mobilité qu'il faut régler de manière pérenne. Et donc là encore, on aura le besoin de mobiliser toutes les forces vives du département, de la région et surtout de notre pays. C'est dans ce décor figé, hors du temps, que la Roya amorce sa reconstruction. Elle s'annonce difficile, longue, coûteuse, et pour le moment à 2 vitesses. D'un côté, les infrastructures lourdes captent la majorité des financements. La départementale 6204 et ses travaux estimés à 450 millions d'euros, ou la ligne TER Nice-Tende, au moins 30 millions. Mais derrière ces chantiers jugés prioritaires, des dizaines restent en suspens chez les habitants, obligés de se tourner vers des bénévoles. Voler au secours des sinistrés est devenu l'obsession de Wilfried Bricourt. Ému par la catastrophe, ce fonctionnaire de 51 ans a monté une association d'aide aux sinistrés. Chaque week-end, il fait 4 heures de route depuis le Vaucluse pour porter assistance à ceux qu'il nomme les oubliés de la Roya. On descend sur la montagne? Descend de la montagne, cheval. On a dû créer une association nous, qui n'existait pas. Mon association a été créée au mois de décembre. Donc, du coup, j'ai créé une association pour justement rassembler un petit peu ces fonds d'ONG, Secours Populaire, Croix-Rouge et d'autres. Mais effectivement, on n'a pas d'aide du département, de l'État. Nous, on trouve que les personnes sinistrées ne sont pas en tout cas, les personnes sur qui on a envie de s'attarder. Aujourd'hui, on s'attarde sur les grands axes routiers pour libérer la vallée. Après, les gens qui vivent autour, à eux de se débrouiller. Eh Pierre, il va te manquer ce chemin après, non? Ce jour-là, près de Fontan, il vient en aide à Pierre Roy. Ce retraité de 80 ans à la santé fragile habite avec sa femme dans un hameau très reculé. Pour y accéder, il faut marcher 1 heure sur ce sentier de randonnée escarpé. Excusez-moi, je vais vous doubler, chef. Le couple d'octogénaires est isolé depuis des mois, faute de chemin carrossable pour rejoindre le village le plus proche. Nous avons une piste, mais après la tempête Alex, cette piste est restée impraticable. Il y avait des ravines de 1 mètre à 80 cm de profondeur, ce qui fait que ce n'était plus du tout praticable avec un véhicule quel qu'il soit, même un 4x4 impraticable. S'il n'y avait pas des gens comme ça, je crois que dans toute la vallée, après ça, les gens qui se sont retrouvés avec des maisons empirées, pleines de boue, ensablées jusqu'au presque toit, j'irais dire. Faut dire que ces gens-là ont œuvré terriblement, terriblement pour aider tout ce qui était sinistré. Parce que sinon, je ne veux pas critiquer, mais... Parce qu'il n'y a personne qui aurait fait ce que vous faites là, Wilfried. Faut être réaliste et regarder les choses en face. Hein. Les choses en face, c'est 2 pelles jaunes qui travaillent. Non mais... Allez, on va aller les voir. Pour atteindre le chantier, il faut encore monter, en 4x4 cette fois, au pas d'homme. Allez,
Ouais, tu peux le faire, ça c'est propre ça. Donc nous, ce qu'on est en train de faire, on travaille en deux temps. Dans un premier temps, on casse avec un BRH tous les gros cailloux qui sont sur les côtés et en milieu de piste. Et dans un deuxième temps, on vient racler la piste pour refaire de niveau la piste. Ouais. À chaque minute qui donne un coup de pelle et un coup de BRH, c'est la piste qui revit. Et nous également par la même occasion. Le chantier est modeste, 2000 € environ pour une journée, financé par la Croix-Rouge et le Secours populaire. Pourtant, Wilfried a bataillé pour obtenir ses seuls financements. Une situation qui révèle, selon lui, certains dysfonctionnements des pouvoirs publics dans la reconstruction. Le tissu associatif qui s'est organisé les arrange bien, c'est-à-dire que les bénévoles font le job, on les laisse faire et puis tant que ça va et on fera le bilan après. Mais c'est quand même regrettable que de voir au bout de 5 mois des personnes encore coincées. Voilà, moi ça me touche forcément. En une matinée, l'équipe de Wilfried a rendu praticable 500 mètres de piste sur les 2,5 km à remettre en état. T'auras moins de trous déjà. Il n'y a pas photo là. Non, mais c'est bien impeccable. En attendant la suite des travaux, Pierre convie chez lui l'ensemble des bénévoles. Donc je disais que tout le monde remercie Monsieur Wilfried et toute son équipe pour les travaux effectués, quoi. De rien, vous savez, ça fait plaisir. Votre joie quand on repart, c'est notre récompense. Donc mille merci. Ah, voilà. Josiane, viens à côté de Pierre. Moi j'aime bien le bisou là. Bisous. Critiqué pour la lenteur de son action, l'État assure pourtant faire preuve de volontarisme depuis la catastrophe. Un fonds d'urgence de 100 millions d'euros a été créé pour aider les collectivités et devrait être abondé prochainement de centaines de millions supplémentaires. Il pourrait même atteindre le milliard. Reconstruire, Emmanuel Macron s'y était engagé. Reconstruire des infrastructures que les collectivités seules ne pourraient pas reconstruire. Reconstruire aussi de manière conforme à l'esprit que nous portons, c'est-à-dire de manière résiliente et durable. Xavier Pelletier, écoutez, je suis le préfet chargé de la reconstruction des vallées sinistrées dans les Alpes-Maritimes. Et donc je suis arrivé quelques semaines après cette terrible tempête. Le président de la République a eu un message très fort en indiquant que l'engagement de l'État serait conséquent et que l'État mettrait tous les moyens nécessaires pour assurer cette reconstruction dans les meilleurs délais. Donc j'ai été nommé sur cette feuille de route qui s'articulait finalement en deux temps. Une première étape qui consistait à gérer les urgences et une deuxième étape qui consiste en fait à coordonner, à piloter cette reconstruction. Moi je vois un peu mon rôle comme un rôle de chef d'orchestre de la reconstruction auprès du préfet des Alpes-Maritimes pour essayer de faire en sorte que tous les acteurs jouent de manière symphonique. 3 jours par semaine, Xavier Pelletier troque son bureau contre ce 4x4 pour parcourir les vallées. Ce jour-là, il se rend aux confins de la Roya, à Tende. Pas de réunion formelle au programme, mais une visite de terrain en prise directe avec les problèmes. Est-ce qu'il y a une méthode Xavier Pelletier? Ce serait prétentieux de dire qu'il y en a une. Non, en tout cas, faire attention aux autres. Surtout quand on sait ce qu'ils ont vécu. Ils ont vécu des moments extrêmement traumatisants. Moi, je ne les ai pas vécus, mais j'essaie d'être le plus possible à leur écoute. Ils n'ont pas besoin d'un technocrate qui vient leur donner des conseils ou leur donner des instructions.
Monsieur le maire, comment allez-vous? Bonjour. Vous allez bien? Heureux de vous accueillir. Merci beaucoup. Vous allez bien? Bonjour. Alors, monsieur le préfet, on est de suite dans le show de l'action. Oui. Dans ce village encore à vif, où un quart de la population a déserté, la mission du préfet est avant tout de rassurer des habitants persuadés que l'État les a oubliés. C'est un vrai traumatisme. On a tenu le coup pendant la catastrophe, puis maintenant c'est le contre-coup. Ouais. Et on se dit, mais qu'est-ce qui devient notre village? Puis on y est né, on l'aime. On l'aime. Moi je suis partie, puis je suis revenue tellement je l'aimais vivre ici. Il faut qu'il renaisse. Il faut qu'il renaisse différemment, mais il faut qu'il renaisse. C'est ça. Il sera encore plus beau demain. On va tout faire. Allez. À bientôt. Hein. Merci. Allez, au revoir. On note vos paroles. Hein. Il y avait une alimentation aussi, là. J'ai toujours vu fermé, mais c'est fermé depuis très longtemps. Non. Buongiorno. C'est le préfet. Je suis tout à fait convaincu d'avoir une centrale à béton à Breil et une à Tende. Ça permet de nourrir le chantier des deux côtés. Bien sûr. Guidé par le maire, Xavier Pelletier tente de prendre la juste mesure des chantiers à mettre en œuvre. Comme sur cette piste accidentée qui relie Tende à Casterino, l'un des hameaux rattachés à cette commune, aussi vaste que Paris intramuros. Et là, l'été, il y a des gens qui l'empruntent. L'été, il y a plein de gens. Et puis c'est un coin en voiture. Ici, c'est un coin à champignons. Effectivement, on me dit la piste est étroite, mais on peut aménager des zones de croisement. On voit bien que c'est extrêmement difficile de le faire. On voit bien que c'est une piste dangereuse, qu'il y a des abrupts, une erreur de conduite et on bascule dans le ravin, quoi. On a eu des réunions à Nice et on a eu toutes les peines à expliquer que cette route, on ne pouvait pas faire un croisement des véhicules. Donc, la prochaine réunion qu'on a, on sait qu'on perdra plus de temps à prouver qu'on ne peut pas circuler. Là, le préfet l'aura vu de visu et pourra vraiment aller dans notre sens. À chaque déplacement, le préfet doit surtout s'employer à apaiser la colère des sinistrés, excédés. Xavier Pelletier se rend chez Séverine Lantéry, au hameau de Viévola, l'un des plus meurtris. Cette éleveuse vient d'être avertie par son assureur. Sa maison ne présente pas de dommages structurels, elle peut se réinstaller en théorie. Mais impossible du point de vue de l'État, la bâtisse pourrait être trop exposée en cas de nouvelle crue. Pour le préfet, des études complémentaires s'imposent, mais elles risquent de prendre encore du temps. On ne fera pas les choses à la légère. Maintenant, ils sont en train d'évaluer combien coûte la protection de la maison. Si la protection de la maison, si on peut la protéger d'abord. Protéger la maison, ça coûte plus cher, comme vous dites. Oui. Moi, je m'en fous, on a acheté la paix, on se le fait nous. Mais non, ils ne vous laisseront pas faire. S'ils disent que la maison, ne peut pas être protégée, elle sera rachetée. Et on va où? Avec une exploitation et tout, on va où? Non, bien sûr. Voilà, on fait tout. On vous laissera pas tomber, on vous abandonnera pas. C'est pas une question d'abandonner, vous ne comprenez pas, c'est que nous on a fait cette maison en 2011, on a mis notre sang là-dedans, notre fatigue, notre main, on a tout fait de nos mains et on nous annonce qu'on va tout perdre pour une histoire d'enrochement, parce qu'on va faire une rivière de 15 mètres de large. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est que demain, si un événement dramatique se reproduisait, que vous ne perdiez pas la vie parce qu'on vous a dit que vous pouvez rester. Je vous dis franchement, je l'ai dit à mon mari ce matin quand on m'a annoncé ça, je préfère être dans la maison et partir avec la maison. Parce que c'est invivable ce qu'on vit. C'est invivable. Depuis le mois d'octobre, on ne sait pas comment on vit, on ne sait pas où on va, on ne sait pas ce qu'on va faire. Est-ce qu'on récupère? Est-ce qu'on va pouvoir continuer? C'est émotionnel en fait. Non, mais bien sûr, après hop, allez, à bientôt. Bonjour, merci. C'est nous qui vous remercions et tenez bon. Hein. Vous voyez bien, on touche à ce qu'il y a de plus intime chez les gens, à leur maison, mais on ne peut pas prendre des décisions à la légère, on ne peut pas leur dire on va détruire votre maison ou on va la préserver, on va la protéger quand on ne peut pas le faire. Donc tous les services sont vraiment mobilisés pour que l'on puisse trouver des solutions pérennes, résilientes, mais ça nécessite un tout petit peu de temps, beaucoup d'études pour comprendre le phénomène. Mais voilà, donc c'est vrai que c'est compliqué.
Définir des priorités, arbitrer, les maires des 6 communes de La Roya, placées en état de catastrophe naturelle, y sont confrontés chaque jour pour reconstruire. Leurs administrés n'ont plus le temps d'attendre. Alors, je m'appelle Sébastien Ollaran, j'ai 27 ans, j'ai été élu maire de Breil-sur-Roya le 15 mars dernier. Nous avons été touchés par la tempête Alex qui a emporté 3 vies sur la commune de Breil-sur-Roya et provoqué des dégâts matériels absolument considérables. Sur la seule commune de Breil, ce sont 3 ponts qui ont été emportés et des dégâts qui sont chiffrés à 20 millions d'euros. Pour Sébastien Ollaran, l'urgence est de rétablir les infrastructures vitales et désenclaver ceux qui le sont encore, comme le quartier de Veille, 2 km au nord de sa commune. Le pont pour y accéder a été détruit par la tempête. Voici son remplaçant, une structure métallique de 36 tonnes. Ok, bon, je vais l'appeler, je vais lui expliquer tout ça. Je vous remercie pour ce retour. Alors là, on est sur un pont communal qui dessert un quartier dans lequel il y a 25 familles. Donc c'est la mairie qui a conventionné avec le Centre national des ponts de secours pour obtenir ce pont. Et le département nous aide à la fois financièrement et en termes de logistique. C'est une étape extrêmement importante et symbolique. C'est aussi, d'une certaine manière, la première pierre de la reconstruction de la commune de Breil-sur-Roya. Bon, c'est vrai que maintenant, on va être désenclavé complètement par rapport, malheureusement, à d'autres personnes dans la vallée, qui, j'espère, eux aussi auront droit à un joli passage comme ça. Et c'est énorme ce qu'ils font. On peut pas... Moi, je remercierai toujours le maire parce que tout ce qu'il fait pour ce village, c'est énorme. S'il semble pérenne, ce pont reste une solution provisoire. La commune, financièrement fragile, a dû choisir cette option à 27 000 €, contre 2,5 millions pour un pont définitif. Et c'est un pont qui pourra rester. Alors certes, il a toutes les caractéristiques d'un pont de secours, mais ça peut aussi être le symbole de ce qu'on a vécu et d'une phase par laquelle on passe nécessairement, c'est-à-dire une phase de reconstruction forcément progressive et qui prend du temps. À l'image de Sébastien Ollaran, les maires savent que leur impulsion sera déterminante pour imaginer l'après. Reconstruire ces villages dévastés en prenant mieux en compte l'aléa climatique. Au fur et à mesure qu'on a des phénomènes météo de plus en plus violents et de plus en plus fréquents, chaque fois qu'on reconstruit, on reconstruit différemment, en étant un petit peu plus résilient, en s'adaptant aux risques et en mettant en place des mesures de protection pour autoriser les personnes à habiter dans ces secteurs. Aux côtés des maires, les sénateurs planchent d'ores et déjà sur une évolution de la législation pour leur faciliter la tâche. Les territoires de montagne comme la Roya sont soumis à une loi spécifique qui protège la biodiversité et encadre l'urbanisme. Les sénateurs entendent l'assouplir. La loi montagne est obsolète pour le cas précis des vallées. Je crois qu'il faut travailler sur le foncier également. Donc la législation doit absolument évoluer et qui mieux que les parlementaires pour la faire évoluer. À l'occasion du projet de loi climat ou de la nouvelle loi sur la décentralisation, les sénateurs projettent de remettre sur la table des mesures issues de précédents travaux. Ils souhaitent notamment modifier le principe de reconstruction à l'identique. Actuellement, la loi montagne impose qu'une maison touchée par une crue soit reconstruite de la même manière, au même endroit. Or, cela est impossible pour certaines bâtisses touchées par la tempête Alex. L'idée du Sénat est de rendre constructible davantage de terrain sur des communes qui en manquent cruellement. Ils ont déjà demandé une forme d'assouplissement de la loi montagne pour que les habitations qu'on ne pourra plus reconstruire en bordure de rivière, on puisse les reconstruire sur de nouveaux terrains qui pourraient être ouverts à l'urbanisation et qui aujourd'hui ne le peuvent pas à cause des règles d'urbanisme qui sont tout de même assez contraignantes quand on est en zone de montagne. Je crois qu'il ne faut pas démonter les logiques qui sont derrière la loi montagne. Il faut peut-être des souplesses, mais déjà il y a eu un certain nombre de réformes qui ont amené des assouplissements. Moi, je pense qu'il faut peut-être, dans les contextes qu'on connaît dans les vallées, regarder à nouveau tout ça, mais avec beaucoup de délicatesse. Derrière ce travail parlementaire qui s'amorce, l'enjeu est de taille.
Éviter à tout prix que cette vallée déjà sur le fil ne se dévitalise. La rendre à nouveau attractive, seul moyen pour la Roya d'entrevoir la fin du cauchemar. Moi, la sortie de crise, c'est des commerces qui réouvrent. La sortie de crise, c'est des populations qui reviennent dans la vallée. C'est de voir des inscriptions à l'école, que ce soit à Breil ou à Tende ou dans les autres communes. Ça va être ça, la vraie sortie de crise. C'est la vie qui reprend. Et si la vie reprend demain et si ces vallées ne sont pas abandonnées, là, avec les élus locaux, on aura gagné la partie.